Bonsoir à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce journal du mardi 21 avril. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Après le recours de Ahereya Polinetia, le Tapura Huir Atira passe à son tour à l'offensive contre la réforme du RNS. Le groupe demande la suspension du dispositif, une réforme toujours aussi contestée alors que le gouvernement en déplacement à Bora Bora tente de calmer les inquiétudes. Il annonce une simplification des démarches. L'occasion ce soir de donner la parole à une entrepreneure du Fénois aussi élue à la CCISM. Tereinui Amblin et la Côte est l'invité de cette édition. Nous parlerons également du salon Made in Fénois 2026. C'est un temps fort de l'année. Les journées polynésiennes du handicap ont débuté ce matin au parc Aurei Tinihau. Un temps pour sensibiliser, se mobiliser et exprimer les problématiques liées à l'inclusion en Polynésie. Nous vous ferons vivre cette première journée. Enfin, Benoît Coutey s'explique ce soir alors que la communauté de communes des îles Marquises doit élire son président demain. Le président sortant va-t-il se représenter ou laisser place à l'alternance? Le maire de Nukuhiva laisse planer le doute. Il dit vouloir suivre l'avis de la majorité. Mais avant, le verdict est tombé hier pour le conjoint de Linda, cette femme de 52 ans décédée en 2022 à Bora Bora après un coup de couteau mortel. Il a été condamné à 25 ans de prison. Ce drame conjugal avait ému sur l'île où une marche blanche avait même été organisée. 3 ans après, l'émotion est toujours palpable. Merete Atto et Esther Cuneo ont recueilli quelques témoignages. Regardez. En fait, c'est la grand-mère d'une de mes élèves. Comme je suis enseignante, et il y avait une petite qui était chez moi. C'était le choc. Le choc, c'était horrible. Hein? Enfin, le fait de savoir que, en fait, elle a été poignardée. Hein? Je pense qu'il faut protéger les femmes. Hein? Premièrement, c'est la modernisation, tu vois. Aujourd'hui, tu as Internet, il y a tout. Et puis il y a eu ce fléau, il y a le fléau aussi qu'il y a en ce moment, l'alcool, la drogue, tout ce qui se passe. Et les jeunes d'aujourd'hui ont commencé aussi à lâcher côté religion, qui ne vont plus à l'église. Donc on se retourne un peu sur cette vie d'aujourd'hui. C'est dégueulasse. Parce que nous les femmes, on supporte tout. Surtout un homme qui boit. Moi, j'ai vécu quand j'étais enfant. Hein, je courais dans la nuit, cherchais les gens pour venir aider. Parce que mon papa, il tapait ma maman. Ce drame qui a eu lieu en 2022, c'est vraiment dramatique et choquant pour nous. Hein. Nous, la population, je veux dire, et même nous, en tant que femmes, on avait vraiment vécu une chose vraiment catastrophique. Je connais tous ces enfants, ouais, comme c'est son deuxième année, je crois. C'est vraiment catastrophique. J'ai l'impression qu'on revit encore une deuxième épreuve très, très douloureuse. Je compatis bien sûr avec les enfants de Linda. La douleur elle est toujours présente. Le tourisme, c'est bien, mais aussi qu'il faut trouver des solutions pour toute cette partie cachée. Là, c'est-à-dire les problèmes familiaux, les problèmes de drogue, les problèmes d'alcool. Tout ça est lié aussi. Parce qu'on parle toujours du tourisme, mais on oublie cette face cachée. Voilà, après l'émotion suscitée par ce drame, l'actualité se poursuit avec cette proposition de loi pour demander la suspension de la réforme du RNS. Elle a été déposée par le Tapura Huir Atira, un recours qui intervient après celui du groupe Ahereya Polinetia. Une nouvelle contestation sur le front politique donc. Pourquoi cette réforme est-elle aussi contestée? Élément de réponse dans ce reportage de Sam Teinauri. Il y a de l'argent et l'essentiel n'est pas réalisé. Le Tapura Huir Atira vient de déposer une proposition de loi de pays demandant la suspension de la réforme du régime des non-salariés de la CPS, un texte qui fait écho au recours déposé contre le texte dans celui de la Confédération des petites et moyennes entreprises qui s'était déjà opposée à la réforme lors des débats au CESEC. On dit une fois de plus
La santé, on paye à la CPS, il n'y a aucun problème là-dessus, à travers le régime des non-salariés. Et tout ce qui est fiscal, on la paye à la DICP. Comme ça, c'est toujours fait. Les entrepreneurs ont l'habitude, les petits patentés ont l'habitude de payer comme ça. Et il ne faut pas changer ce système. Si vous voulez plus d'argent, augmentez les impôts. Ou créez un impôt sur le revenu. Faites-le. Il n'y a aucun problème. Les Polynésiens jugeront et verront bien s'il y a plus d'entreprises ou pas. Voilà. Sur un autre plan, une décision de la Cour de cassation vient conforter les réserves émises par les contestataires de la réforme. L'arrêt du 10 avril donne raison à un patenté qui avait fait l'objet d'un redressement conformément à un article présent dans la réforme du RNS. Donc, à mon sens, l'interprétation qui doit être faite du point 4 de l'article 22 sur les charges déductibles, il va dans le sens de la décision de la Cour de cassation. Si le Tapura Huiratira demande aujourd'hui la suspension de la loi de pays du 8 janvier, Ahireya Purieti a demandé de son côté l'annulation de l'arrêté d'application du texte et la mise en place d'une large concertation. C'est-à-dire que le gouvernement revienne sur la table des concertations, et là on y inclut les élus de l'Assemblée, les organisations patronales, les collectifs d'entrepreneurs, enfin, tous ceux qui sont aujourd'hui impactés par cette réforme. Les propositions de loi de pays déposées par l'opposition pourraient être adoptées, notamment après la scission du groupe Tavini Huiratira et la déclaration du président de l'Assemblée sur la réforme du RNS. Parce que c'est en voyant, par exemple, les imprimés déclaratifs qui touchent au RNS qu'on s'est dit, ah non, là, on s'est planté complètement. Et le gouvernement tente de son côté de calmer les inquiétudes des patentés. Actuellement à Bora Bora, pour un conseil des ministres délocalisé, il organisait hier une réunion d'information. Car si beaucoup reconnaissent l'intérêt de la réforme, ils redoutent la charge administrative avec des nouveaux formulaires jugés complexes. Esther Cuneo, Mérétéato. Le plus difficile pour moi, c'est de tout gérer parce que moi, je n'ai pas de comptable. Au premier rang de cette formation sur la réforme du RNS à Bora, beaucoup de patentés. Le passage du ministre de la Solidarité en personne est une occasion à ne pas manquer pour poser des questions, en particulier sur la complexité des nouveaux formulaires à remplir. Chez moi, c'est moi-même qui fais ma comptabilité et c'est très dur parce que eux, il faut que, en remplissant les papiers, il faut tout détailler sur tes activités. Par exemple, moi, j'ai ma location de voiture et entre-temps, j'ai aussi la mécanique à côté, agent polyvalent, chauffeur touristique. Ça m'a pris 3 soirs à éplucher tous mes papiers, à revoir ma comptabilité, mes factures, où ça allait. Loin de papeter et des techniciens de la CPS, ces petits entrepreneurs craignent de nouvelles dépenses, alors qu'ils luttent déjà pour se faire une place au milieu des grands hôtels. Nous, chauffeurs, transport touristique et taxi, on est très impactés. Parce que 70% de la clientèle, je parle de taxi et transport en commun, ont déjà des transports prévus par bateau dans les hôtels. Ceux qui arrivent ici, c'est ceux qui sont en Airbnb, les motels, les petits hôtels. Là, on pense qu'on peut avoir. Le faux départ de la réforme début février a marqué les esprits, un cafouillage administratif qui a amplifié la défiance. On a vu un formulaire qui est arrivé à peine un mois avant la déclaration finale et puis qui a fuité en fait au début, qu'on n'a pas compris, qui était trop compliqué. On avait l'impression de se retrouver avec une fiche d'imposition de métropole et vraiment, pour des gens qui n'ont pas l'habitude de l'administratif, je pense que c'était vraiment impossible à remplir. Et c'est ça qui a mal été préparé, parce que la loi elle n'est pas forcément foncièrement mauvaise. Il y a des bonnes idées dedans et quand c'est expliqué, on le comprend. S'il ne s'oppose pas au principe de la réforme et salue la présence du gouvernement, il souhaite avant tout identifier clairement ce qu'ils ont à y gagner. Pour le ministre de la Santé, il n'y a pas de doute. Les patentés sont les principaux bénéficiaires de la réforme. Et ils l'ont très bien compris. Quand on voit que 55% de la population qui est au RNS gagne moins de 120 000 francs, c'est tout cela que le pays va aider et payer leurs cotisations. Et quand les RNS se rendent compte qu'il n'y a que des avantages à continuer avec un régime déclaratif qui va leur être plus favorable, en fin de compte, ça les rassure. Pour alléger la charge déclarative, le ministre annonce la création d'un nouveau formulaire simplifié, élaboré en concertation avec des entrepreneurs.
Tere Inouye, Amblin et la Côte, Yorana. Merci d'être parmi nous ce soir, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une entrepreneure très active au Fénois, aussi élue à la CCISM. Avant d'évoquer le sujet de la réforme du RNS, un mot sur ce féminicide à Bora Bora. Vous aviez formé un collectif notamment contre la violence. C'est en tout cas, vous militez contre la violence. Comment est-ce que vous réagissez face à ce drame ? Beaucoup de tristesse de se dire que ça arrive encore et malheureusement ça va encore arriver. Et moi je fais partie de ces personnes qui se disent que l'alcool n'excuse rien et qu'on ne doit pas, parce qu'on a trop bu, excuser des actes de violence, parce que ça détruit des familles, ça détruit beaucoup de monde autour et donc voilà, il faut arriver à un moment donné à se dire que voilà, les actes ont des conséquences dramatiques. Merci pour ces premières impressions. On va parler donc de la réforme du RNS. On vient de voir ces patentés qui semblent perdus face au formulaire à remplir. Est-ce que ce constat correspond à ce que vous observez également sur le terrain ? Effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, alors, déjà la période, elle n'est pas propice. Parce qu'il faut savoir que nous, au niveau des entreprises, on est en période de bilan. De bilan de fin d'année. Donc, il y en a qui ont clôturé fin mars. Il y en a certains qui clôturent fin avril. Donc, tous les cabinets comptables sont sur nos bilans comptables, ce qui est essentiel dans la vie d'une entreprise. Donc déjà, ce n'est pas la bonne période. Donc on a décalé à fin mai, mais on voit qu'il y a un flou. Et il y a beaucoup d'incompréhension dans l'application de cette réforme. C'est quoi ? C'est trop technique à remplir ? Il y a un manque de compréhension ? Il y a tout. Il y a un manque de compréhension, il y a un manque d'explication, d'information. Donc je pense que là, c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a plus d'informations. D'ailleurs, c'est ce qu'on va essayer de faire au niveau de la CCISM. On a invité la CPS à venir mardi 28 avril pour pouvoir justement renseigner les patentés qui sont en manque d'informations. Et je pense que cette situation aujourd'hui, elle est aussi pas appliquée au bon moment, puisque on sait tous qu'on est en pleine crise économique, politique, mondiale. On est dans une situation compliquée et on se retrouve, nous, dans une position où on devrait déjà mettre en place des actions pour faire face à la crise qui arrive et on est tous bloqués. Donc selon vous, il faudrait la suspendre finalement cette réforme ou bien la mettre en place, mais vraiment avec des améliorations peut-être ? De toute façon, les réformes, il faut les faire. Mais je pense que ce n'est pas le bon moment. Je pense que là, on a une crise qui arrive et on doit, tous se serrer les coudes pour pouvoir passer cette période, cette année qui va être difficile. Le premier trimestre 2026 a été compliqué pour les commerçants, pour les entreprises locales. Et donc, ce climat est anxiogène et il ne permet pas à des entrepreneurs que nous sommes d'avoir de visibilité et de savoir est-ce qu'on va pouvoir faire les investissements qu'on a prévus cette année, est-ce qu'on va pouvoir compter sur de la croissance ou pas. Et donc, tous ces paramètres font que on est tous en stand-by, on est tous à attendre de voir ce qui va se passer et c'est difficile d'avancer dans ce contexte. Et les entrepreneurs seront nombreux au salon Made in Fénois. On change de sujet totalement. Le salon Made in Fénois qui est organisé par la CCISM. Vous êtes Tere Inouye, la présidente de la commission action commerciale à la CCISM. L'occasion de parler avec vous donc de cette 25e édition qui démarre ce jeudi, place Toata. Mais avant, voyez ce portrait d'une créatrice qui sera présente au salon Made in Fénois. Son concept est pour le moins original. Athéna Milcam et Jeanne Tinoroa l'ont rencontré ce matin. Regardez. Cook n'en est pas à sa première entreprise, mais elle s'apprête à présenter ses créations pour la première fois au salon Made in Fénois. Des bijoux conçus à partir de fleurs naturelles stabilisées, un concept importé de l'étranger qui a demandé de l'adaptation technique en raison du climat local. Elle opte pour la cristallisation, un travail minutieux et chronophage qui commence par l'application de résine. Pétale par pétale, la fleur d'orchidée. C'est une couche vraiment qui doit être très fine et je vais appliquer plusieurs couches. Pour résiner une seule fleur, je mets au moins 1 heure. Là, j'ai que fait une pétale. Il va falloir du coup que je mette à catalyser. C'est une résine UV, donc qui va venir sécher ma fleur pour que ça devienne rigide, solide, imperméable. Et je vais refaire 3 fois la manip entière par fleur. Une fois la fleur travaillée, place au montage sur le bijou. Collier, boucle d'oreille, bague, les collections se déclinent et se renouvellent pour répondre à une clientèle toujours plus en quête de nouveautés et d'exclusivité. Un défi pour l'artisane qui doit aussi composer avec les contraintes propres à l'insularité.
Pour tout ce qui est approvisionnement, on est toujours limité déjà par rapport aussi aux phytosanitaires. Importer des fleurs qui soient naturelles, séchées, c'est compliqué. Et puis il y a aussi la durée. Quand on fait une commande, c'est pas demain qu'on va la recevoir. Donc c'est vrai que si les clientes elles me demandent du sur-mesure dans une semaine pour leur anniversaire, je ne vais pas forcément être en mesure de répondre favorablement. Du sur-mesure à la demande, c'est aussi un atout du fabriqué local. Si la matière première traverse l'océan, c'est ici que tout le travail créatif est réalisé. Le Made in Fénois, au-delà du produit, est avant tout le reflet d'une vitrine de talents polynésiens. Voilà pour ce portrait. Tere Inouye, il y aura plus d'une centaine d'entrepreneurs locaux à ce salon Made in Fénois qui fête ses 25 ans cette année. Ils sont toujours aussi nombreux à se bousculer pour participer à ce salon, pour avoir leur place. Alors ça a été un peu plus compliqué puisque l'année dernière on n'a pas pu le faire sur Tuatha, on l'a fait sur Mamao. Et c'est vrai que là on a dû relancer la machine, donc ça a été un peu plus compliqué. Mais voilà, on sent que voilà, c'est reparti. On espère que cette édition, cette 25e édition sera un succès pour les exposants et aussi pour le public qui va venir pouvoir faire son shopping. Et le public qui vient toujours très nombreux, hein. C'est vraiment un événement très attendu, le salon Made in Fénois chaque année. C'est la preuve qu'on consomme de plus en plus local. Je pense que tout ce qui est fabriqué localement, je veux dire, a quelque chose de spécial. Et donc, du coup, c'est l'occasion pour tous ces exposants de venir justement montrer leur savoir-faire. Malgré tous les salons qu'il y a, le Made in Fénois reste quand même un salon, un événement clé du calendrier pour les exposants. Et du coup, cette année, on a essayé de le refaire sur Tuatha. Donc, les exposants étaient contents. On a décidé également de faire une nocturne jusqu'à 22h. Donc, ça sera le 24 avril. Ça sera ouvert jusqu'à 18h pendant ces 4 jours. Donc, on espère pouvoir réunir du monde. Et on a également essayé de voir comment on pouvait faire accueillir les touristes qui arrivent via les paquebots. Donc, on va mettre des hôtesses qui vont les accueillir et qui vont les diriger via le front de mer vers le salon Made in Fénois. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir leur faire découvrir aussi notre savoir-faire local. Qu'est-ce que représente plus concrètement aujourd'hui le salon Made in Fénois pour l'économie locale ? Alors, c'est un événement qui permet, je veux dire, à une date précise, puisque là, c'est juste avant la fête des mères, aux exposants, justement, de pouvoir vendre, parce qu'il y a des périodes creuses. On sait tous que le premier trimestre de l'année, c'est toujours compliqué pour les commerçants. Donc, c'est un moyen pour eux de venir exposer et de venir vendre leurs produits. Une vitrine, et aussi, ça leur permet de se développer, finalement, quelque part. C'est sûr qu'il faut pouvoir créer de plus d'événements, mais il faut aussi pouvoir, je veux dire, les aider aussi à exporter. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on essaie de développer au niveau de la CCSM, d'encourager ces artisans qui ont vraiment du talent à pouvoir ouvrir les frontières et pouvoir vendre à l'étranger leurs produits. Et des talents qui sont récompensés, il me semble, à chaque salon ? Oui, donc on aura des concours, de jeux concours, donc soit avec le public qui va voter. Il y aura aussi des exposants qui vont proposer des produits. Et donc, il y aura un jury qui va passer, qui va définir quel est le produit le plus joli, même si tous les autres produits sont aussi beaux les uns que les autres. Et on a déjà hâte d'y être. Merci beaucoup, Tere Inouye, Amblin et Lacote, d'avoir été notre invitée ce soir, d'avoir répondu à toutes nos questions. Le rendez-vous est donné donc jeudi, place Tuatha, à partir de 9h pour l'ouverture du salon. Une nocturne, vous l'avez dit, aura donc lieu le vendredi 24 avril jusqu'à 22h et vous pourrez en profiter jusqu'à dimanche 18h. On poursuit cette édition avec cet autre temps fort, un temps fort de sensibilisation et de mobilisation. Ce matin, les 9e journées polynésiennes du handicap ont débuté au parc Auraïtinihau, un événement devenu incontournable et l'occasion ce matin pour les participants d'exprimer leurs inquiétudes et les obstacles qu'ils rencontrent au quotidien. Le reportage de Thomas Chabrol. Dès la première matinée, l'ambiance est déjà festive avec le défilé des associations aux couleurs des pays du Pacifique. Chorégraphie dynamique, musique entraînante, chaque association met en scène la culture océanienne, mais aussi les valeurs du sport et du handicap, partage, dépassement de soi et solidarité. On fait tous partie de la même appellation, les Polynésiens, qu'on est Tonga ou Fidjiens ou Samoa, on est tous Polynésiens et ce qui me plaît dans ce défilé, c'est de découvrir notre culture, de la nôtre.
Jusqu'à vendredi, les visiteurs peuvent rencontrer les associations mobilisées et échanger avec leurs membres pour découvrir les dispositifs d'accompagnement. L'objectif est toujours le même, agir pour davantage d'inclusion et sensibiliser le grand public. À chacun d'y mettre son cœur et naturellement, je pense, un peu plus d'inclusion peut-être de personnes, on va dire, de conditions ordinaires, à venir mieux connaître nos handicaps, nos difficultés à traverser la vie de tous les jours. Ici, sur ce stand, les visiteurs sont invités à s'initier au braille en découvrant les bases de l'alphabet. Je me suis toujours un peu interrogé sur la manière dont les personnes non-voyantes pouvaient faire pour lire, pour se repérer un peu dans l'espace public. Et là, le fait de devoir, ne serait-ce que trouver des mots très courts, très simples, je me rends compte un peu du chantier et de l'apprentissage que ça doit être. Autour des stands, les associations évoquent aussi leurs préoccupations, le manque d'infrastructures adaptées ou les difficultés pour certaines familles d'obtenir un accompagnement continu. Si l'ambiance reste à la fête, les personnes en situation de handicap tiennent aussi à rappeler quelques règles de savoir-vivre. Moi, je dirais c'est plus la personne qui est à mobilité réduite, qui s'adapte beaucoup à son environnement, malgré les difficultés, alors que ça devrait être l'inverse. On demande des places réservées pour les handicapés. Ils ne respectent pas l'emplacement. Au quotidien, ces associations œuvrent pour que la société porte un regard bienveillant sur les personnes en situation de handicap. Direction maintenant les Marquises où la CODIM, la communauté de communes des îles Marquises, doit élire son président demain mercredi. Une élection qui aurait dû n'être qu'une formalité alors que les îles du Nord et du Sud président habituellement la CODIM à tour de rôle. Mais Benoît Cauteil, le président sortant, laisse planer le doute sur sa candidature. Une élection tendue donc en perspective. Jessica Doucet, Tauhiti, Tauniwa Moussan. Prévu initialement à Hiva-Oa, c'est finalement à Nukuhiva que se tiendra le renouvellement de la présidence de la CODIM. Les 15 représentants vont se rassembler ici, 8 pour les îles du Nord, 7 pour les îles du Sud. 2 candidats potentiels, Benoît Cauteil, candidat à sa propre succession, et puis d'un côté, Joël Frébeau. Mais qui vous a dit que je serai candidat? Il n'y a personne, je ne me suis pas déclaré candidat pour reprendre la CODIM. Demain, dans l'après-midi, aura lieu le renouvellement du bureau de la CODIM. On a une heure avant, on aura une discussion entre nous, les Hakaiki, pour discuter de qui sera candidat. Et je connais les dossiers par cœur, les dossiers d'investissement. J'ai une vision, bien sûr, pour l'avenir de l'archipel. Voilà. Mais tout simplement, je ne suis pas candidat pour le moment et je ne suis pas accroché à la présidence de la CODIM. Mais s'il venait à se représenter, cette décision ne serait pas au goût de tous. Alors, pour maintenir la sérénité au sein de la communauté des communes des Marquises, Benoît Cauteil serait prêt à laisser sa place. Il faut penser population, archipel des Marquises. Pour qu'on réussisse dans nos démarches de développer les Marquises, on a besoin de tout le monde. Donc, du coup, si c'est Joël qui se positionne et tout, vous allez suivre? C'est la majorité, hein. On va suivre. Mais elle ne sera pas tout seule à travailler. Ce n'est pas parce que tu es président, c'est toi qui décides de tout. Les élus du Sud sont attendus demain. Une première réunion est prévue à 14h pour tenter de trouver un terrain d'entente. Dans le cas échéant, c'est le scrutin qui tranchera. Et loin des tensions, mais toujours concernant les Marquises, les candidates à Miss Henua Enata se préparent. L'élection aura lieu le 30 avril au parc Veirei. Mais avant, il faut passer l'étape cruciale du grand oral devant le jury. Il a eu lieu le week-end passé à Titioro. Sam Teinaure a assisté à l'événement. Regardez. Un petit moment de partage avant de se replonger dans la révision de leur discours de présentation et leurs notes avant le passage devant le jury.
Depuis plusieurs semaines maintenant, ces jeunes filles se préparent activement au grand soir de l'élection. Tous les jours, elles ont répétition et elles ont aussi des moments où on les briefe pour cette journée. Et on leur a donné aussi des thèmes à travailler à la maison, faire des recherches. Et bien sûr, lors des soirées de répétition, elles ont le micro pour les mettre à l'aise aussi pour parler devant un public. À mon sens. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Des noms d'endroits où elles vont mettre exactement. Aujourd'hui, les candidates étaient évaluées par un jury de personnalités du monde des Miss, de la culture et du spectacle. C'est important pour venir visiter les marquises. Rappelez qu'il y a un festival. Particularité de cette élection, c'est avant tout une ambassadrice de la culture marquisienne qui sera élue et accessoirement une candidate à Miss Tahiti. C'est vrai que c'est un des objectifs de notre comité. L'élu, donc Miss Henua Enata, normalement aura les critères pour aller à Miss Tahiti. Par contre, on met aussi une importance pour notre Miss Takua, qui est l'équivalent de Miss Henua à Miss Tahiti. Et elle, c'est aussi, c'est ça qui incarne aussi la marquisienne d'aujourd'hui, un peu plus tatouée. Commencer à Miss Tahiti, il y a quand même des critères aussi au niveau du tatouage. Donc cette jeune fille aussi pourra aussi aller au Matava aussi. Donc ce sont deux jeunes filles aussi importantes pour nous. L'épreuve orale représente 40% de la note finale des candidates. Le test de culture générale compte pour 10% et le soir de l'élection, la note du jury comptera pour 30%. Tandis que les votes SMS du public compteront pour 20%. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez le magazine Ciné Noui présenté par Ramzi Malouki, suivi de l'émission Koh-Lanta. Excellente soirée à tous. On se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.